C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommet de cette édition, 5 ministres du gouvernement étaient dans le département du Mono ce dimanche. Ils sont allés échanger avec les populations des 6 communes du dit département sur le programme d'action du gouvernement. Le compte rendu dans ce journal. La grande saison pluvieuse de cette année a démarré depuis quelques semaines. Quels sont les risques liés au plan sanitaire que courent les populations en cette période? Vous en saurez davantage dans cette édition avec Carole Olaye. Au Sénégal, la campagne pour le compte des législatives a démarré ce dimanche. L'ex-président Wade, à 91 ans, va conduire une liste de l'opposition. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. 5 ministres du gouvernement de la rupture étaient en visite ce dimanche dans le Mono, leur département d'origine. Une occasion pour José Tonato, Oswald Omeki, Romia Douadaï, Lucien Kokou et Aurélien Agbenossi d'échanger avec les populations des 6 communes du dit département sur le programme d'action du gouvernement PAG. Jonas Bouchi, correspondant Mono Koufo, a assisté à l'occasion à cette nouvelle forme de vulgarisation du PAG, entendez programme d'action du gouvernement, qui est appelé conversation citoyenne. Suivez ce reportage. Permettre aux populations du département du Mono de prendre connaissance du contenu du programme d'action du gouvernement et échanger avec elles sur leurs attentes et inquiétudes dans la mise en œuvre du PAG, c'est l'objectif de la visite des ministres originaires de cette région à leurs frères et sœurs. Le préfet du Mono voit à travers cette rencontre une volonté du gouvernement à être à l'écoute du peuple. La présente tournée d'échange qui s'inscrit dans le processus de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement traduit la volonté manifeste du chef de l'État d'être à l'écoute de son peuple. Votre tournée de ce jour constitue la preuve que le président de la République demeure l'homme de développement à la base par excellence. Selon le ministre des Affaires étrangères, cet échange avec les populations à la base permettra aussi de leur lancer un appel à la responsabilité collective et individuelle dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Ça rentre dans une culture de reddition des comptes. Parce que l'action publique se nourrit par l'écoute. C'est un grand penseur occidental qui a dit que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec les hommes. Notre présence s'explique aussi par ce désir d'aller vers la base, d'aller vers vous, de venir près de vous, de pouvoir échanger avec vous. La conversation citoyenne, c'est de l'écoute, mais c'est aussi l'appel à une responsabilité collective et individuelle. L'occasion a été offerte à 2 représentants de chaque commune de revenir sur les préoccupations spécifiques de leur localité suite à un exposé du ministre Aurélien Agbenossi sur les actions et ambitions du gouvernement pour révéler le Bénin au reste du monde. Oswald Omeki a quant à lui insisté sur la part des populations du Mono dans cette œuvre commune qu'est le développement du Bénin. Que chacun, là où il se trouve, fasse ce qu'il doit faire pour faire avancer le PAG. C'est ça que nous demandons. Nous ne voulons pas le spectacle de soutien au PAG. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous devons nous unir pour construire notre pays. Et l'union, ce n'est pas que chacun aille se soumettre à l'autre. C'est nous entendre autour du minimum. Rien n'est fait contre les hommes, les femmes, les jeunes, les sages, les dignitaires béninois. Tout est fait par le gouvernement pour que notre pays, dans quelques années, soit un pays respecté au plan international. Et je vous dis que nous pouvons le faire et je vous invite à y croire. Merci beaucoup.
Signature du programme conjoint d'appui au système des Nations Unies sur le VIH au Bénin, nous en parlons encore. Elle a eu lieu ce vendredi au ministère du Plan et du Développement en présence du ministre d'État chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio-Tchané, du ministre de la Santé, Alassane Seydou, et de Siaka Coulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies. Cet accord vise à accélérer la riposte au VIH-Sida afin de mettre fin à l'épidémie. Il s'agit d'un engagement des chefs d'État africains à travers une nouvelle déclaration politique sur le VIH le 10 juin 2010 qui vise à éradiquer l'épidémie d'ici 2030. Suivons ici un extrait des propos du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané et du coordonnateur résident du système des Nations Unies au thème de la signature du dit programme. Ce programme conjoint contribuera par ailleurs aux besoins immédiats du pays pour un montant de plus de 3 millions de dollars, dont 73% du budget disponible sont déjà mobilisés et 27% restent donc à ce jour à mobiliser. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, la dynamisation et l'installation sous le leadership du chef de l'État le 3 mars 2017 du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies témoignent une fois encore la volonté politique manifeste et la détermination du gouvernement pour l'éradication du VIH au Bénin. Les agences du système des Nations Unies entendent accompagner cette volonté à travers ce projet conjoint qui se focalisera sur 3 des 8 domaines de résultats de la nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA et prend en compte de manière transversale les 5 autres domaines. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir procéder à la signature de ce document à la veille du forum politique de haut niveau qui aura lieu la semaine prochaine à New York et à laquelle le Bénin a souhaité apporter sa contribution volontaire. Je voudrais, avant de terminer mon propos, rappeler que nous ne pourrons mettre fin au VIH-Sida qu'avec l'implication de toutes les forces vives, et en particulier avec les personnes vivant avec le VIH-Sida, des communautés et de la société civile. Il y a 1 an, dès que nous sommes arrivés, l'une des priorités du chef de l'État a été de remettre en place une structure crédible, un cadre institutionnel crédible, chargé de la gestion de ce dossier important de la lutte contre le VIH-Sida. Vous en connaissez tous les résultats. Le cadre est là. Lui-même en a pris le leadership et une équipe soudée autour de lui s'attelle désormais à la mise en œuvre du programme qui a, comme rappelé par le coordonnateur tout à l'heure, été élargi non seulement au paludisme, mais aussi à d'autres épidémies. Ce programme conjoint pour lequel nous venons de signer, ce programme vient à point nommé parce qu'il permettrait d'assurer une veille et un suivi de l'évolution de cette épidémie. Le document que nous venons de signer est le fruit des actions conjuguées tant au niveau national qu'international. En effet, la nouvelle stratégie 2016-2020 de l'ONU-SIDA, qui vise à mettre fin à l'épidémie à l'horizon 2030, est alignée sur les ODD et renforcée par la nouvelle déclaration politique des chefs d'État et de gouvernement intitulée « Accélérer la riposte contre le VIH et mettre fin au SIDA d'ici à 2030 ». Parlons santé à présent. Quels sont les risques sanitaires encourus par les populations en cette grande saison pluvieuse? De nombreuses maladies, j'allais dire, liées aux inondations sont enregistrées dans les centres hospitaliers depuis le début de cette saison pluvieuse. Lesquelles maladies se traitent facilement, mais qui sont aussi dangereuses? Carole Olaye et Fréjus Fiossi nous renseignent dans ce reportage que je vous invite à suivre sur les risques que courent les populations au plan sanitaire en saison pluvieuse. Suivez plutôt. Moutiat, âgé de 7 ans, est hospitalisé depuis 3 jours à la clinique coopérative d'Abomey-Calavi. En cause, un essai de paludisme.
Comme elle, ils sont nombreux de tous les âges et de tous les sexes à se retrouver dans les centres de santé victimes de la recrudescence du paludisme depuis le début de la saison pluvieuse, période propice à la prolifération des moustiques. D'autres malades souffrent d'autres affections, toutes liées à l'avènement de la saison pluvieuse. Il y a trop de paludisme grave avec de fortes parasitémies. À côté du paludisme, nous avons les maladies du péril hydrofécal, c'est-à-dire les cas de diarrhée, d'infections digestives, les torsi-infections alimentaires, qui sont surtout dus au mauvais entretien de nos crudités. Après la pluie, généralement, la plupart de nos voies sont hyper dégradées, ce qui peut réveiller des douleurs lombaires pour ceux qui ne font pas attention, qui roulent à toute vitesse. Ça peut réveiller pour quelqu'un qui souffre d'un problème lombaire, ça peut lui réveiller cette douleur lombaire. Pour se prémunir en cette saison contre les maladies irrélatives, certaines précautions sont à prendre avant, pendant et après. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Il faudrait que autour des maisons, la salubrité soit de mise, détruire tout foyer de stagnation d'eau. Il faut surtout veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaires, éviter que, avant d'aller au lit, les enfants ne soient trop en contact des moustiques, ce qui implique des portes grillagées, les fenêtres aussi, il faut mettre des grilles pour pouvoir, un temps soit peu, empêcher les moustiques d'avoir accès à nos dortoirs. Par rapport aux maladies du péril hydrofécal, c'est surtout une bonne hygiène alimentaire. Par rapport aux problèmes de dégradation des voies, le gros problème c'est au niveau central, seulement que nous, à notre niveau, la population, il faut les éduquer à ne plus trop faire des excès de vitesse. La saison des pluies dans la région méridionale du Bénin dure globalement 4 mois. Les affections irrélatives ne devraient être bientôt qu'un lointain souvenir. Ce dimanche, les fidèles du christianisme céleste de la paroisse Jésus-Legoa d'Adjagbo étaient en fête. Ils sont venus de plusieurs pays pour la célébration de la fête des moissons. Le culte organisé à cet effet a été marqué par des dons et offrandes de la part des fidèles pour remercier Dieu pour la grâce et sa bénédiction durant l'année 2017. Corneille Aïssé et Denis Maroya ont assisté à ce culte. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse Jésus-Legoa d'Adjagbo et ceux venus d'autres régions du Bénin, mais aussi du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays africains, réunis autour du prophète pasteur Xavier Erungbedayi, louent l'Éternel Dieu d'Oshofa pour ses bienfaits. C'est le culte annuel d'action de grâce et de bénédiction, la 13e édition sur la paroisse Jésus-Legoa d'Adjagbo. Chants, danses, enseignements bibliques, réception d'offrandes et actions de grâce ont été les mois forts de ce culte d'adoration et de bénédiction. Une occasion pour le prophète Xavier Erungbedayi de rappeler à ses fidèles les principes de base de l'église du christianisme céleste et les recommandations d'Oshofa. Dans sa prêche, il a exhorté au pardon, à l'amour, à la générosité, mais a insisté sur la réunification de l'église. Je fais ce culte d'action de grâce pour remercier Dieu qui m'a préservé la vie. C'est moi, pasteur Bedayi, celui que Dieu a choisi pour succéder au prophète pasteur fondateur, Joseph Samuel Bilewo-Oshofa. La vérité finira par triompher. Je demande à tous les Béninois et surtout aux fidèles de l'église du christianisme céleste de lire ce document. Oshofa est de retour, car cela apportera la paix et la réunification dans l'église. Les membres du comité d'organisation, satisfaits du déroulement des manifestations, se félicitent et remercient le Dieu d'Oshofa pour sa grâce. Ce que Dieu m'a fait, c'est beaucoup.
C'est à cause de ça que je veux rendre grâce à Dieu. C'est à cause de ça là que je suis présidente pour faire quelque chose pour mon Dieu. En réalité, ça s'est très bien passé et mes impressions sont bonnes. Dans la mesure où, dans un premier temps, on n'a même pas appris une surprise désagréable. Tout se passait dans les normes et dans les règles de l'art. Et les fidèles sont en forme, de façon décidée, ils ont eu à contribuer en leur manière pour la construction dans le temple de Dieu. Le culte de la fête des moissons, la 13e édition sur la paroisse Djesulegoa d'Adiagbo, a pris fin par une vente de charité. À la fin de ce grand culte d'action, de grâce et de bénédiction, quelques fidèles ont donné leur impression au micro de Corneille Aïssé. La fête de moisson, ça c'est une fête très importante et elle est faite annuellement. Alors c'est tout comme c'est une messe d'action de grâce qu'on fait au Père Céleste tous les ans par rapport aux bénédictions dont on a bénéficié dans l'année pour toute l'Église, pour toute sa famille, sur le plan santé et dans toutes les activités lucratives que vous menez. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer. J'ai une grande joie. Non, la fête est belle. La fête est belle, si bien que je ne sais pas comment je vais remercier l'Éternel. Avec quoi il ne prend rien. Je remercie l'Éternel qui nous a fait des œuvres, des guérisons miraculeuses. C'est ça qui m'a conduit ici d'ailleurs. La manifestation pour moi s'est bien passée comme il se passe d'habitude. À savoir qu'ils sont venus, la joie hier, parce que c'est une manière d'exprimer notre joie en présence de notre papa, c'est-à-dire le Dieu, le Père. Et nous sommes venus pour que nous démontrions que nous avons travaillé effectivement pour lui. Que nous pouvons être effectivement moissonnés au moment venu. Car la moisson, en fait, ce n'est pas les objets, c'est nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons pu faire pour Dieu. Et parlant toujours de cette fête des moissons qu'il a organisée cette année dans son église à Adiagbo, le pasteur prophète et chef mondial ECC Adiagbo, Xavier Ehung Bedayi, a procédé à la cérémonie de lancement de 2 ouvrages sur l'église du christianisme céleste. Cette séance a donné lieu aussi à un rituel de sacrifice ce samedi 8 juillet 2017. Corneille Aïssé pour le compte rendu. Lorsque tu reçois les bienfaits de ton Père Céleste, il est normal que tu lui fasses des offrandes. Le pasteur Xavier Ehung Bedayi offre un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. C'est dans le cadre des festivités marquant la 13e fête des moissons de son église. Devant ses fidèles venus nombreux assister à cette cérémonie, le prophète Xavier Bedayi a immolé un bélier sur un autel fait de bois. Prends ce sang pour remplir mon verre. En ton nom. Ta gloire. Un rituel du jamais vu dans l'église du christianisme céleste, qui remonte aux anciens temps bibliques et qui rappelle les pratiques de l'Ancien Testament, notamment le sacrifice de Noé après le déluge. C'est ainsi que le pasteur Ehung Bedayi a remercié l'Éternel qui lui a préservé la vie face aux embûches, aux persécutions et surtout les épreuves qu'il a affrontées dans son œuvre de sacerdoce depuis 17 ans. J'ai offert le sang à la terre. J'ai offert l'âme à toi, Dieu le Père. Lave-moi de mes iniquités. Après ce sacrifice qu'il vient de faire pour la 2e fois, la première fois en Côte d'Ivoire à Abidjan pour implorer la paix sur ce pays, le prophète Xavier Bedayi a procédé au lancement de 2 ouvrages. C'est le livre-là qui est intitulé Le Retour d'Oshofa. Un premier qui a pour nom Oshofa est de retour et le second intitulé Les secrets de l'église du christianisme céleste sur les soutanes.
Le premier livre retrace le parcours du prophète Héron Xavier Gbeddayi, comment il a été désigné pasteur, sa mission, ses combats pour l'église du christianisme céleste et surtout les miracles accomplis par le serviteur de l'Éternel. Le second livre parle des vertus de la soutane dans l'église du christianisme céleste. La soutane, ses vertus, ses pouvoirs et surtout ses dons en matière de guérison sont consignés dans ce document, rédigé sous l'inspiration du Saint-Esprit, a expliqué le prophète pasteur Xavier Héron Gbeddayi. Les festivités marquant la 13e édition de la fête des moissons chez le pasteur prophète Héron Gbeddayi s'achèvent ce dimanche 9 juillet 2017 par le grand culte d'action de grâce. Hors du Bénin et plus précisément au Sénégal, démarrage de la campagne des législatives, elle va durer jusqu'au 28 juillet selon la commission électorale nationale autonome chargée de superviser le scrutin et qui verra la participation d'un nombre record de 47 listes contre 24 en 2012. L'ex-président Abdoulaye Wade, qui a gouverné de 2000 à 2012, va à 91 ans conduire une liste de l'opposition pour conduire une liste de l'opposition en séjour depuis plusieurs mois en France. Il est attendu à Dakar ce lundi selon le Parti démocratique sénégalais PSD, la formation dont il est toujours le chef. Une note sportive à présent, avant de clôturer cette édition. Vous le savez, pendant plusieurs années, le championnat béninois a été suspendu. Ce samedi a été un grand jour pour les férus du Cuiron grâce au démarrage du championnat béninois avec à l'affiche un match qui a opposé l'USS Kraké aux Requins de l'Atlantique. Match comptant pour la première journée du championnat de la Ligue professionnelle. Acteurs de football, supporters, partenaires, autorités politiques et autres ont marqué de leur présence ce rendez-vous. Retour sur les moments forts de ces moments historiques au Bénin avec Laurent Tonneikes et Fiak Voitan. Enfant du Bénin, ainsi, le championnat national de football venait d'être lancé pour les amoureux du football béninois. Après 2 ans de suspension, les férus du football, venus nombreux au stade général Mathieu Kérékou, ont eu de quoi se régaler ce samedi 8 juillet 2017. Le derby entre les Requins de l'Atlantique et l'USS Kraké a bel et bien eu lieu. Constant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football, Anjourin Moucharafou, président de la Fédération béninoise de football, Christian Laindé, directeur général de LCD International et partenaire de la Fédération béninoise de football, quelques membres du gouvernement et les autorités à divers niveaux ont bien honoré de leur présence à cette fête du football béninois. Le plus heureux de cette reprise du championnat est sans doute le ministre Oswald Omeki, qui avant le coup d'envoi a émerveillé le public sportif sous la forte pluie. Et c'est à 17h07 que le match sera lancé. Les Requins de l'Atlantique en blanc-rouge et l'USS Kraké en bleu-blanc. Les conditions météorologiques n'ont guère émoussé l'ardeur des joueurs des deux équipes qui ont montré leur soif de produire du bon jeu. Très tôt, les Awisi-Wassap se montrent combatifs sans pouvoir cadrer leur frappe. La première occasion s'offrira à eux à la 35e minute de jeu, mais le gardien de but de l'USS Kraké veillait au grain. Les tentatives des deux côtés n'ont pas réussi à violer les cages. Le score à la mi-temps sera de 0 but partout. À la pause, le président de la Fédération béninoise de football élève le ministre des Sports Oswald Omeki et Constant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football, au panthéon du football béninois. À la reprise, les 22 acteurs sur le terrain ont le même engagement. Gestes techniques, dribbles, rien ne manquait pour faire plaisir au public. Mais les gardiens du but présents ne se sont point laissés inquiéter. À la 65e minute de jeu, contre toute attente, Harold Lavodagbe des Requins de l'Atlantique, sur un coup franc, marque le premier but de la partie. L'USS Kraké est mené au score. Mais Bruno Adoula et ses poulains ne démordent pas.
À la 70e minute de jeu, sur un geste technique, l'USS Krake était proche de l'égalisation, mais la barre transversale sauve les requins. À la 85e minute de jeu, une autre occasion de l'USS Krake est gâchée. Les 90 minutes se sont écoulées, l'USS Krake est toujours menée. Il faudra attendre le temps additionnel pour voir l'USS Krake revenir au score. Sur un corner, les joueurs de Magloire Hockey égalisent à la dernière minute de jeu. À Bayomi, le dossard 9 de l'USS Krake venait de ramener les requins au match nul. Ainsi s'achève la première journée. Rendez-vous est donc pris pour les prochaines journées dans les stades. Vous venez de suivre un reportage de Laurent Tonneikes et de Fiacre Voitan, et c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous demain à 9h pour l'émission Matin d'Éden. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir.